Bonjour à tous. Lord Robert Skidelsky nous rejoint aujourd'hui, professeur émérite d'économie politique, auteur et également membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Comment interprétez-vous les tarifs de Trump? Est-ce la fin de la mondialisation ou est-ce simplement un besoin pour les États-Unis de restructurer certaines de leurs positions dans l'économie internationale? Eh bien, la mondialisation touchait de toute façon à sa fin. Je veux dire, les sanctions ont été un élément très important dans la rupture de la mondialisation. Elles l'ont accélérée parce que ça signifiait que vous divisiez le monde en trois groupes: les sanctionneurs, les anti-sanctionneurs et les gens qui sont un peu au milieu. Donc, d'une certaine manière, vous commenciez à recréer la division tripartite de la guerre froide entre l'OTAN et l'Occident, l'Union soviétique communiste et la Chine, et les puissances non alignées dirigées par l'Inde. C'était une sorte de guerre froide. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, à cette époque, vous n'aviez pas de mondialisation. Vous aviez un bloc commercial occidental, un bloc commercial soviétique, et puis vous aviez d'autres qui étaient un peu, vous savez, entre les deux, et commerçaient avec les deux. Maintenant, je pense que c'est essentiellement ce que le régime de sanctions a recréé. Et les tarifs douaniers ne sont pas tout à fait complètement cohérents avec cela, mais font partie du processus de ne plus considérer l'économie mondiale comme une entité unique à préserver. Vous avez déjà accepté l'idée qu'elle se désintègre. Et dans cette désintégration, l'Amérique, ou Trump, veut obtenir le meilleur accord pour les États-Unis. Il y a un autre point que je voulais ajouter à propos de la désintégration de la mondialisation. Je pense que cela a vraiment commencé avec la crise de 2008-2009. Avant cela, il y avait ce que j'appelle le moment Fukuyama, où, vous savez, tout allait merveilleusement bien se passer. Fin de l'histoire, Pax Americana. Et puis vous avez eu cette crise terrible. Je veux dire, il y avait aussi du terrorisme auparavant, mais la crise financière signifiait que le système bancaire, l'idée que vous pouviez libérer les flux financiers à l'échelle mondiale et qu'ils s'ajustaient d'eux-mêmes, qu'il n'y aurait pas de crise financière en faisant cela, a été démolie. Vous avez presque eu une autre grande dépression en 2008-2009. Et après cela, la mondialisation était toujours, je pense, sur le point de prendre fin. De toute façon, ça a été accéléré. Tarifs, tarifs, tarifs. Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode. Je pense que l'Amérique avait un problème. Elle avait un déficit permanent de la balance commerciale. Cela durait depuis les années 1970, vraiment. Et cela signifiait que le dollar devenait de plus en plus surévalué. Les Américains importaient simplement plus qu'ils n'exportaient. Et cela signifiait qu'une grande partie de l'industrie américaine était exportée à l'étranger parce que leur dollar était utilisé pour installer des installations offshore. En ce sens, Trump a raison. Il y avait un problème de dollar surévalué et de désindustrialisation de l'industrie américaine. Et c'était mauvais, non seulement du point de vue des emplois perdus, mais aussi pour des raisons de sécurité. Vous ne voulez pas que certaines de vos meilleures usines industrielles soient délocalisées en Asie du Sud-Est. Vous la voulez chez vous. Il y avait donc une raison stratégique, une raison économique. Mais la façon dont il s'y est pris n'était pas correcte. Je veux dire, on espère que c'est principalement une posture de négociation et qu'il conclura des accords commerciaux avec les pays amis, si vous voulez, qui rétabliront une totale mondialisation dans une pactanie du temps. Vous faites référence au moment Fukuyama. Et je me souviens qu'à cette époque, et aussi tout au long des années 2000 jusqu'en 2008, tout le monde parlait de l'interdépendance entre les États-Unis et la Chine. Mais en réalité, dans cette interdépendance, nous avons vu que chaque année, les Chinois
prêtait plus d'argent aux Américains pour qu'ils puissent acheter plus de biens, des biens chinois. Ainsi, année après année, il y avait de plus en plus de pouvoir productif qui se déplaçait vers la Chine et de plus en plus de réserves américaines qui passaient en Chine. Pendant ce temps, la Chine montait dans les chaînes de valeur mondiales avec plus de développement technologique. Donc, ma réflexion à l'époque, vers 2006 au moins, était que ça ne pouvait pas vraiment être durable à long terme. Et je pense que c'est ce qui s'est passé après 2008-2009. Les Chinois sont devenus plus mal à l'aise avec le fait de détenir autant d'argent américain qu'ils pourraient ne pas réellement récupérer. Pendant ce temps, les Américains devenaient également de plus en plus préoccupés par leur dépendance excessive à l'égard de la Chine. Alors soudainement, ils ont tous deux pris conscience que cela n'était pas durable. Et je pense que c'est à ce moment-là que les Chinois ont commencé à adopter différentes politiques économiques et industrielles, et que les Américains ont également commencé à se prémunir un peu contre la montée de la Chine. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, c'est exactement comme je l'interprète aussi. La première véritable crise pour le dollar a eu lieu à la fin des années 60. Je veux dire, le dollar a commencé comme la puissante monnaie impériale après la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique était une nation avec un énorme excédent, et donc le dollar était vraiment rare. Mais ensuite, l'Amérique a commencé à fournir des services pour le reste du monde, ce qui signifiait qu'il y avait une fuite de dollars vers la France et l'Allemagne. Par exemple, l'Amérique a principalement financé l'OTAN. L'Amérique a commencé à mener des guerres, notamment la guerre de Corée. Et puis, vous savez, elle a également développé beaucoup d'industries en Europe, donc il y avait une fuite de dollars. En 1971, Nixon a rompu le lien entre le dollar et l'or, raison pour laquelle la monnaie américaine était un tel refuge sûr. Et le dollar s'est déprécié. Ce fut le premier type de réajustement. Mais le dollar est resté cette monnaie impériale. Il offrait encore trop de services au monde, comme vous le dites, en tant que refuge sûr. Dans les années 1990, lors de la crise financière d'Extrême-Orient, tout le monde cherchait des refuges sûrs. L'accumulation de réserves de la Chine et de l'Asie du Sud-Est a augmenté et ils voulaient les détenir en dollars. Et donc le dollar était à nouveau surévalué. Mais le point est que Trump n'a jamais dit que le problème était que le dollar est surévalué. Essayons de trouver un moyen de réduire la valeur du dollar, comme l'a fait Nixon. Vous pourriez réduire la valeur du dollar. Je veux dire, vous savez, si vous voulez empêcher les États-Unis d'être un refuge sûr, il suffit d'imposer des contrôles de capitaux. Vous mettez des obstacles à l'exportation de dollars des États-Unis. Et si c'est le cas, les gens n'achèteront pas vos obligations du Trésor. Cela signifie que la valeur du dollar va baisser. Cela aurait été une façon de le faire. Ou vous pourriez avoir, vous savez, il y a d'autres schémas qui sont plutôt techniques et on ne veut pas entrer dans les détails, mais il y avait d'autres moyens. De cette façon, ce que vous faites, c'est créer une énorme probabilité de représailles. Tout le monde impose des tarifs, le commerce mondial décline, la demande mondiale de biens diminue parce que vous mettez des barrières dans tout le commerce et vous avez une autre grande dépression. Je veux dire, je ne pense pas que cela arrivera parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est surtout à des fins de négociation. Mais ce que cela n'arrêtera pas, c'est la désintégration continue de l'économie mondiale, parce que ce que vous aurez, c'est du commerce avec nos amis et pas de commerce avec la Chine. Je pense que Trump se tourne vers les nationalistes économiques du 19e siècle en Amérique, lorsque les États-Unis ne pouvaient pas rivaliser avec les industries matures de la Grande-Bretagne, et qu'ils utilisaient des subventions temporaires et des tarifs pour renforcer leur puissance industrielle.
Mais je pense que le problème maintenant est qu'avec tous ces tarifs élevés dans le monde, l'Amérique n'a pas la capacité industrielle pour réellement remplacer les importations. Donc ce n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr de comment, encore une fois, si la logique nationaliste économique est que vous protégez les industries naissantes des industries matures. En d'autres termes, les produits de haute qualité et à bas coût contre les vôtres, qui seraient à coût élevé et de faible qualité. Alors c'est très difficile de faire cela si vous n'avez pas réellement les industries pour commencer. Je veux dire, les Américains ne vont pas commencer à fabriquer des chaussures de jogging demain s'ils imposent des tarifs élevés sur celles venant du Vietnam. Je sais. Je veux dire, il y a deux choses. C'est une chose de protéger les industries naissantes et une autre de dire que nous protégeons des industries disparues. Mais deuxièmement, le remplacement prendra du temps. De nouvelles industries se développeront ou certaines industries manufacturières existantes aux États-Unis s'étendront, peut-être particulièrement dans les domaines de haute technologie. Mais cela prendra du temps. L'effet sur la demande sera immédiat et ce sera l'effet principal. Il y a donc un problème de séquençage ainsi que l'absurdité de tenter de protéger des industries disparues. Bien sûr, vous avez tout à fait raison de nous rappeler que la tradition américaine était fortement protectionniste. En revenant au rapport d'Alexander Hamilton sur les manufactures en 1812 ou à peu près, il voulait protéger la jeune et naissante économie américaine de la concurrence britannique. C'était exactement la même logique que le Zollverein allemand, qui était également conçu pour protéger les fabricants allemands de l'avantage comparatif écrasant des Britanniques. Cela remonte donc loin, et cela a continué tout au long du XIXe siècle. L'Amérique était une économie à haut tarif douanier. Vers la fin, il y avait des signes qu'il voulait réduire les tarifs, mais l'Amérique n'est devenue une économie de libre-échange qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le dernier sursaut de haut tarif en Amérique fut le tarif Smoot-Hawley de 1931. Était-ce 1930? Je pense que c'était 1930. Ce qui a vraiment créé les guerres tarifaires des années 1930, qui, selon certains historiens, conduit à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y avait ces blocs économiques, le bloc japonais, le bloc américain, le bloc de l'Empire britannique et le bloc allemand. Ils étaient tous fortement protégés et il n'y avait aucun libre-échange en vue. Ce que la Seconde Guerre mondiale a fait, c'est balayer certains de ces autres blocs, laissant le bloc anglo-américain. Ils ont alors décidé qu'ils ne voulaient plus se battre. Et ainsi, vous avez eu l'accord de Bretton Woods, qui a été crucial pour établir les débuts de la reglobalisation de l'économie mondiale. Mais cela n'a pas tout à fait le travail. Encore une fois, il y a des raisons pour lesquelles nous pourrions discuter de pourquoi c'était le cas, mais c'était le début. En d'autres termes, le point est que, si vous voulez une économie mondialisée, vous devez avoir de bonnes institutions. Il faut avoir de bonnes institutions mondiales. Il ne suffit pas de dire « eh bien le marché fera tout ». Mais les institutions derrière la dernière vague de mondialisation étaient très faibles. Vous aviez l'OMC, vous aviez l'OFMI, mais l'OFMI était vraiment tronqué. Vous aviez un peu d'OMC. Tout le reste était fait, vous savez, pas par l'OMC. Désolé, la Banque mondiale. Et tout le reste était censé être fait par le marché, qui était conçu pour produire cette merveilleuse harmonie de toutes les parties du monde, et ensuite vous iriez vers l'utopie. Mais bien sûr, cela ne s'est jamais produit. Donc des institutions centrales sont nécessaires pour une économie mondiale. Pour des institutions centrales, il faut que l'Amérique, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde soient d'accord sur ces règles et il doit y avoir une procédure centrale d'application.
À propos de l'Union européenne, quel est son rôle? Est-ce un bloc protectionniste ou un instrument vers la mondialisation? Parce que vous savez, vous avez mentionné le travail d'Alexander Hamilton et bien sûr suivi par Henry Clay. Et cela s'est manifesté dans le système américain. Mais en Europe, les efforts pour faire face à la domination économique britannique ont d'abord été le système continental de Napoléon pour, vous savez, bloquer les produits britanniques. Et vous avez mentionné le Zollverein allemand. Mais c'était, dans une large mesure, les Allemands. Ils ont pu s'industrialiser sous le système continental. C'est dans une certaine mesure ce qu'ils voulaient recréer. Et maintenant, ils disent que l'UKMEOE est, dans une certaine mesure, bien sûr, je ne veux pas exagérer, mais une continuation de l'idée du Zollverein, si je le prononce correctement. Donc, je me demande simplement, voyez-vous l'UKMEOE comme un bloc protecteur? Parce que maintenant que Trump veut, eh bien, il est assez ouvert sur son mépris, si vous voulez, pour l'UE. Il a dit, dans un langage un peu vulgaire, qu'elle avait été créée pour arnaquer les États-Unis, a-t-il dit. Est-ce donc parce que c'est comme un bloc commercial qui crée des conditions défavorables pour les États-Unis? Ou voyez-vous l'UE comme un instrument vers la mondialisation? Je ne l'ai jamais vu comme un instrument, vraiment, pour la mondialisation. Je pense que l'Union européenne, ce que Trump a fait, c'est confronter l'Union européenne à la question de savoir si elle veut devenir un État ou non. Ces arrangements économiques, tout d'abord la Communauté économique européenne, comme on l'appelait, puis c'est devenu l'UNAMEUM, et ensuite ils ont ajouté les barrières commerciales et la monnaie unique, mais elle n'est jamais devenue un État. Elle a pris la voie économique, pour ainsi dire, de l'identité, sans prendre la voie politique, où la voie politique a été laissée bien derrière. Et donc cela signifiait inévitablement que l'aspect protectionniste, les aspects du Zollverein, sont passés au premier plan. Et ça n'est pas compatible avec la mondialisation qui est essentiellement une idée de libre-échange. Je veux dire, comme avec le capital, il est libre d'aller où il veut. Les marchandises sont libres d'être échangées partout. Et bien sûr, un autre élément d'un monde global qui n'a jamais vraiment été accepté correctement est que les travailleurs sont libres d'aller où ils veulent. Maintenant, c'est l'idéal. L'Union européenne n'a jamais accepté la liberté du commerce. Je veux dire, elle a toujours été entourée de tarifs. Je veux dire, ça faisait partie de son identité. Et donc, comment répondait-elle à Trump? Seulement en mettant en place des tarifs, plus de tarifs, en augmentant ses propres barrières aux produits américains. C'est la seule réponse qu'il a, parce qu'il ne peut pas vraiment, je veux dire, ce qu'il pourrait faire, c'est dire aux États-Unis, peut-être, eh bien, regardez, établissons une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique. Mais il ne va pas le faire, parce que pour cela, il doit aussi être beaucoup plus politiquement sûr de lui. C'est ainsi que je le vois. L'Europe est loin de devenir un État. En fait, l'Union européenne compte maintenant, je ne sais pas combien de membres, je veux dire, ça doit être 30 ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais, vous savez, elle n'a pas assez de cohésion pour avoir un système étatique, un système fiscal centralisé, même une politique monétaire vraiment cohérente. Donc elle est laissée quelque part en dehors de l'action en cours. Eh bien, c'est ce que je pensais. Parfois, l'UE semble être un peu trop critique à l'égard des tarifs américains, étant donné qu'elle a ses propres tarifs depuis un certain temps. Mais il semble aussi, encore une fois, que si les États sont créés par des guerres, si l'on regarde les années 1870, la guerre Prusse-France est ce qui a créé un État allemand unifié.
Il semble que Lew Wemauer voit une opportunité dans cette guerre actuelle contre la Russie en termes de centralisation du pouvoir. Je ne suis pas sûr que fédéraliser l'U Forward serait un pas de trop, mais il donne certainement plus de compétences économiques à l'Union européenne. Mais d'une certaine manière, c'est terrifiant que nous devions même penser à la guerre et aux préparatifs de guerre comme un moyen d'unifier l'Europe. L'Europe a été créée comme un antidote majeur à la guerre. Elle a été conçue pour surmonter la rivalité franco-allemande qui avait détruit l'Europe en tant que force dans le monde et causé des dommages et destructions incalculables. Parlez même de l'idée que pour la prochaine étape vers l'unification politique, nous devons envisager la possibilité d'une guerre avec la Russie est, à mon avis, profondément déprimant. Et oui, une pensée très déprimante. Mais vous avez raison, c'est peut-être la direction que prend le récit. Je me souviens que dans les années 90 et 2000, toute la littérature sur l'U-Power parlait d'un type de pouvoir différent. Pouvoir normatif, pouvoir civil, pouvoir moral. Le soft power. Le soft power. Ce sont tous les termes que nous devions apprendre. Il semble que maintenant nous parlons d'une UE géopolitique. Mais juste pour ne pas manquer de temps, ma dernière question est de savoir comment vous voyez l'avenir du dollar américain. Car la plupart des gens dans le milieu universitaire vous connaissent comme l'expert de Keynes, ayant écrit plusieurs livres sur Keynes. Et bien sûr, il avait son bon corps. Mais nous avons également eu, après la Seconde Guerre mondiale, des discussions sur l'utilisation des droits de tirage spéciaux du FMI. Mais nous avons fini avec le dollar. Si le dollar est maintenant sous forte pression à cause des dettes, des tarifs, de la coercition économique contre la Chine et la Russie, où allons-nous à partir de là? Allons-nous vers de nouvelles monnaies centrales ou simplement revenir aux monnaies nationales? Où voyez-vous l'avenir? Non, je pense que le dollar va décliner. Il le doit. Il ne peut pas continuer à être ce genre de super monnaie de réserve tout seul. Donc les alternatives sont soit la diversification des réserves dont on a parlé, mais pour cela, il faut une convertibilité des monnaies beaucoup plus grande que par exemple ce que permet la Chine. Ou vous avez une monnaie de réserve supranationale, qui est le FMI, qui est le Bancor, l'idée de Keynes du Bancor. Le FMI crée une monnaie de réserve, ce qui signifie alors qu'aucun autre pays n'est sous pression pour accumuler des réserves par lui-même, car il y aura toujours suffisamment de réserves pour faire face à toute éventualité commerciale. Donc ce sont les deux choses. Vous avez soit la fonction de réserve multiple, c'est très intéressant. En 1960, je pense que 80% des réserves mondiales étaient détenues en dollars. Et en 2023, cela avait diminué, mais seulement à juste en dessous de 60 peu. Ces autres blocs n'étaient donc pas vraiment apparus comme des devises de réserve majeures. Et la raison en était que la Chine, qui aurait pu le faire, le yuan n'est pas convertible, n'est pas correctement convertible. Et vous ne voulez pas placer de l'argent dans un endroit à moins d'être sûr de pouvoir le retirer quand vous le souhaitez. Ce sont donc les deux options. Je serais favorable, vous savez, car je trouve très intéressant que les Chinois aient effectivement proposé en 2008-2009 de créer une nouvelle monnaie du FMI, quelque chose qui allait au-delà des DTS et devenait une véritable monnaie de réserve. C'était une proposition faite par le gouverneur de la Banque de Chine en 2009. L'Amérique, bien sûr, l'a rejetée, n'a même pas voulu en parler. Mais voici des voies à suivre. Nous pourrions revenir à cette proposition alors. Quoi qu'il en soit, Lord Robert Skidelsky, j'ai déjà pris trop de votre temps. Merci encore. Non, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Et bonne chance avec votre chaîne et vos efforts.
Je veux dire, ils sont vraiment nécessaires. Matter.